Il est 8h30, Elisabeth Martichoux, vous recevez François Hollande ce matin. Ancien président de la République française. Et on va en effet beaucoup parler de la France. Bonjour François Hollande. Bonjour. Merci beaucoup d'être ce matin sur cette antenne de LCI. Ancien président qui publie Leur République chez Glénat. La République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes, c'est le sous-titre. Alors c'est une bande dessinée. Laure Montloubou fait les dessins et vous avez écrit les textes de façon très pédagogique pour expliquer les fondamentaux de la République. Et avec de temps en temps, vous mettez votre petit grain de sel, on le voit, il y a le dessin de votre visage où vous avez des notations un peu plus personnelles, des petits tags, des petites remarques. De temps en temps, on y viendra. Beaucoup de questions qui sont ici nous ramènent à l'actualité, Monsieur le Président, mais on a voulu aussi que des jeunes vous interrogent sur leur République. On va en entendre plusieurs. Un mot d'abord de ce qui s'est passé cette nuit en Allemagne, une fusillade, 9 morts près de Francfort. Un suspect a été retrouvé mort. Pour l'instant, il n'y a pas de revendication extrêmement explicite et lisible. Vous avez connu de près le cauchemar des attentats en Allemagne, en Allemagne, c'est plutôt un terrorisme d'extrême droite qui inquiète. C'est une menace propre à l'Allemagne. L'Allemagne avait connu du terrorisme islamiste au même temps que nous-mêmes, nous étions victimes des attentats à Paris, à Nice et dans d'autres villes de France. Mais là, depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, il y a un terrorisme d'extrême droite qui a hélas pu avoir des conséquences extrêmement douloureuses pour l'Allemagne. D'abord parce qu'il y a des victimes, là 9 morts, c'est considérable. Et ensuite parce que ça fait ressurgir un passé extrêmement douloureux, brûlant même. Et donc une extrême droite qui n'est pas simplement sur le plan politique présente, elle l'est en Allemagne. Au point qu'à un moment, on a même pensé qu'elle pouvait gouverner une région de l'Est de l'Allemagne. Mais aussi une extrême droite qui utilise pour une partie d'entre elles des moyens ou qui fait en sorte que des individus se jettent sur des armes qui ensuite peuvent tuer des personnes. C'est le cas aujourd'hui, même s'il faudra démontrer quel est exactement le mobile de ces crimes. Mais il semble que ce soit plutôt des victimes qui étaient dans des lieux généralement fréquentés par des populations d'origine kurde. Exactement. Vous n'abordez pas le terrorisme d'ailleurs dans le livre comme une menace. C'est pas le sujet. Non, c'était pas le sujet. Mais est-ce que c'est quoi finalement la plus grande menace pour la République aujourd'hui? C'est quoi? C'est que les citoyens finissent par s'éloigner de la République. Et c'est la raison pour laquelle je me suis adressé aux jeunes, non pas pour leur faire une leçon de morale, il ne s'agit pas de cela, mais pour leur expliquer d'où vient la République, comment elle s'est bâtie, qu'est-ce qu'elle signifie, quelles sont ses valeurs, comment sont organisées les institutions, que signifie être élu, quelles sont les responsabilités qui incombent à celles et ceux qui représentent le pays, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, qu'est-ce que c'est que les collectivités locales, puisqu'on va bientôt voter pour des scrutins justement municipaux, qu'est-ce que représentent les syndicats, les associations, les partis politiques. Oui. Bref, d'essayer d'éclairer ce qu'est la vie politique, parce qu'elle est nécessaire à la République. Mais éclairer, ce sont des notions qui finalement sont très courantes dans le débat public. Et paradoxalement, pays, parti, droite, gauche, souveraineté, etc., on dirait que c'est de plus en plus confus aussi. Oui, et d'ailleurs, en faisant ce livre, c'est en répondant à des questions, parce que je souhaitais que ce soit le plus pédagogique possible, moi-même, j'ai été amené à me poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que c'est que une nation par rapport à un pays? On peut être un pays, mais pas nécessairement une nation. Une nation, ça veut dire qu'on a une vie en commun, qu'on a un projet en commun, qu'on a une constitution qui nous garantit des droits et des devoirs. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une république? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Est-ce qu'on peut être en démocratie sans être en république? Est-ce qu'on peut être en république sans être en démocratie? Oui, il y a des pays qui peuvent être dans une république qui n'est pas démocratique ou dans une démocratie qui n'est pas une république. Et vous dites, qu'est-ce que la démocratie? Alors, la France est une démocratie, c'est page 14, parce que les citoyens, page 13, choisissent ceux qui les gouvernent et disposent de liberté. Liberté de penser, de penser, oui, évidemment. Mais enfin, vous voulez dire de s'exprimer, j'imagine. Oui. De manifester, etc. Brûler des livres, Monsieur le Président.
brûler des codes civils quand on est avocat et qu'on est en colère. Empêcher des conférences. Vous-même, je crois, hier à Montreuil, vous avez voulu présenter ce livre à des enfants dans une librairie. Vous avez été en grande partie empêché de le faire. Non, je n'ai pas été empêché. Il y avait des manifestations de quelques individus. Mais est-ce que c'est ça? Mais C'est quoi ça? Ce sont les excès de la démocratie qu'il faut admettre ou est-ce que ça vous choque? dans une démocratie, on doit accepter la contradiction, la confrontation, la manifestation, l'opposition. C'est ça la liberté. Mais il y a des formes qu'il convient de respecter dans une démocratie. Empêcher une réunion, on peut interpeller ceux qui tiennent des meetings, ça fait partie du jeu démocratique. Mais empêcher une réunion, brûler des livres. Quand ça s'est produit dans une université, là j'ai considéré que... On a déchiré vos livres dans une Oui, université. mais c'était pas parce que c'était les miens, c'était parce que ça renvoyait justement à un passé extrêmement troublé où il y avait ce qu'on appelait des autodafés, on brûlait des livres pour empêcher l'expression. Donc la démocratie, elle est fragile. C'est ce que j'ai aussi voulu expliquer Mais ça aux vous enfants. choque ce sont des atteintes à la démocratie. Il y a bien sûr, il y a la démocratie qui doit avoir même quelquefois un certain nombre d'excès. Ça fait partie de ce que l'on doit accepter, parce que sinon on serait dans une démocratie tellement rigide, tellement fermée que ça ne serait peut-être plus la démocratie. La France a toujours eu ce sentiment impétueux où il y a des colères qui s'expriment. Mais attention, il faut que la violence ne soit pas le débouché. Et La violence, la violence, elle est présente, elle est plus que il y a quelques années. Oui, je pense plus parce que aussi, reconnaissons-le, la médiatisation de la violence lui donne une publicité considérable. Les actes de violence qui pouvaient avoir lieu et qui restaient ignorés du plus grand nombre, aujourd'hui sont partagés. Il se trouve que moi, je voyage... Vous pensez que c'est l'essence même de cette violence, c'est le fait qu'elle soit répercutée ou il y a quand même Non, un terreau? Il y a deux choses, c'est-à-dire que ouais. vous avez une violence qui se justifie, qui se légitimise même, qui dit « je suis prêt à la violence parce que je ne suis pas entendu ». Donc il faut y répondre en montrant que la démocratie permet aux citoyens, peut-être qu'on peut améliorer les questions de consultation, de tirage au sort, de référendum, j'aborde bien sûr ces questions dans le livre, mais ensuite on justifie la violence en disant « puisque je ne suis pas entendu, j'ai le droit à la violence ». Non, on n'a pas droit à la violence. Elle ne fait pas partie de ce qu'est le pacte républicain. Là, on est dans le pacte républicain, c'est-à-dire l'affirmation de sa citoyenneté ne va pas jusqu'à la violence. Il n'y a pas de violence légitime, sauf si, effectivement, un gouvernement n'était plus dans les limites de la République. Oui. Si un gouvernement recourait à des mesures autoritaires, violant les libertés, oui, là, la violence pourrait retrouver une part de légitimité, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je fais une association d'idées, permettez-moi, mais en vous entendant, vous dites on légitime la violence puisque je ne suis pas entendu, je passe à l'acte. On entend des choses aussi depuis la contestation dans la réforme des retraites, c'est puisque je ne suis pas entendu. Par exemple, au Parlement, je dépose des monceaux et des monceaux d'amendements pour effectivement bloquer, c'est revendiqué par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous voyez là une forme de dévoiement de la démocratie et du Parlement ou pas? Ça, c'est une pratique qui existe depuis Oui. que le Parlement lui-même existe. D'ailleurs, vous parlez et je l'évoque. dans votre livre. Mais on ne sait pas si vous la condamnez ou si vous non, mais je la voulais, balisez. dans ce livre, je n'avais pas à prendre des positions. Je disais que cette collection, c'est quand ça va pas. Ben quand ça va pas, vous mettez l'obstruction. Quand ça va pas, il y a l'obstruction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque on ne discute plus du contenu, mais on essaye de ralentir. Mais cette obstruction parlementaire, elle est aussi vieille que le Parlement. Ouais. Moi-même, quand j'étais parlementaire, je voyais parfois, je pouvais même y contribuer, je ne l'ai pas fait, à des manœuvres de ralentissement. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de débat, là j'étais président, sur le mariage pour tous? La droite s'était lancée dans une opération de ralentissement, d'obstruction. Et je les mettais en garde en disant « Attention, ce qui vaut aujourd'hui pour un texte pourra valoir pour d'autres textes. » Donc, nous n'avions pas pour autant recouru à des mesures d'accélération, mais je crois que le Parlement doit réfléchir à ces formes de débat et éviter qu'il donne une image qui, quelquefois, paraît contraire à la bonne marche de la démocratie. Donc, vous dites à l'opposition, en l'occurrence là, à l'opposition au gouvernement et Emmanuel Macron, attention.
Je pense que c'est au gouvernement de trouver des formes qui permettent au Parlement d'être respecté. Par Et c'est exemple, quand, qu'est-ce que vous voulez par dire exemple, là, Ouais. cette réforme, puisque vous en parlez, je ne parle pas du contenu, mais elle a été largement précipitée, elle a été largement improvisée. 2 ans de concertation, Non, monsieur le pas Président. avec le Parlement. Oui, pas avec le Parlement. Avec des partenaires sociaux qui En amont. n'avaient même pas de texte. Donc je crois qu'il aurait mieux valu prendre le temps du débat préalable, c'est-à-dire sur un texte, avec le souci de faire des expertises, des évaluations, de donner des chiffres, et ne pas avoir un débat parlementaire en plus en même temps que des élections municipales. Tout cela me paraît mal conçu, mal préparé, et donc avec un risque que ça se termine pas forcément bien. Donc il devrait faire quoi? Mettre pause? Mettre sur pause, tout reprendre? Je pense qu'il doit laisser du temps au débat. Et c'est d'ailleurs la meilleure façon de lever les obstructions. Quand vous dites, écoutez, finalement, vous voulez parler? Vous voulez des expertises? Vous voulez des informations? Vous voulez des contradictions? Vous voulez donner votre point de vue? Eh bien, on va prendre le temps nécessaire. Vous dites, on a pris déjà 2 ans. Enfin, rien de presse aujourd'hui. Il n'y a pas une urgence particulière. Donc, on laisse le Parlement aller jusqu'au bout du débat. Je pense que ça sera la meilleure façon finalement, de rendre inopportune et injustifier les obstructions. Mais il y a peut-être urgence à réformer la France. Alors, s'il y avait urgence, il fallait le faire dès le début du quinquennat. Il y en a eu des réformes au début du quinquennat. Enfin, pas celle-là. Donc, Donc maintenant qu'elle est là, à ce moment-là du calendrier du quinquennat... Et sur les retraites, pardon de le dire, j'ai fait une réforme des retraites. Est-ce qu'il y avait un déséquilibre des régimes de retraite en 2017? Non. Est-ce qu'il y avait des régimes qui étaient à ce point déficitaires qu'il fallait les corriger? Non. Est-ce qu'il y avait des mesures financières qu'il fallait prendre? Non. Est-ce qu'il fallait tout changer en prenant le système par points, l'universalité? Est-ce qu'il fallait mettre en cause tous les régimes autonomes ou spéciaux qui expliquent que maintenant les avocats d'autres professions libérales, qui ne sont pas des agitateurs habituels, soient dans la rue? Non. Donc, il y avait sans doute une méthode, une réflexion, et pas forcément une réforme aussi brutale à mettre en place. Gérard Collomb, mardi matin sur LCI, disait dans cette réforme, il y a eu un défaut d'exécution. Vous dites il y a eu un défaut de conception. Oui, je pense qu'il y a un défaut de conception, il y a un défaut de construction et il y a un défaut d'information. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Françaises et Français ne savent pas quelle sera exactement la valeur du point, la retraite dont ils pourront disposer. Ce sont des informations essentielles. Alors, dans le débat en France sur la démocratie, il y a un sujet qui enflamme presque instantanément justement le débat public, c'est la question de la laïcité, et en particulier le voile. Nous avons voulu que des jeunes à qui vous vous adressez dans ce livre vous posent des questions aussi sur le fonctionnement démocratique et sur la réalité de ce qu'ils vivent. Écoutez ce que dit cette jeune ado devant la caméra d'Adrien Acco. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Analia et j'ai 11 ans. J'entends beaucoup de problèmes autour de la question du voile. Selon vous, le port du voile est-il une menace pour la laïcité? La question est directe. Est-ce que c'est une menace pour la laïcité, le port du voile aujourd'hui en France? Ça dépend où. Lorsque c'est dans l'école, le voile n'a pas sa place. Lorsque c'est au collège ou au lycée, pas davantage. Mais une femme peut parfaitement porter un voile dès lors qu'il ne cache pas son visage dans la rue. Peut parfaitement, dans certains lieux de travail, être acceptée avec un voile. Mais dans les établissements scolaires, dans les services publics, le voile n'a pas sa place. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux enfants. La laïcité, c'est une loi de liberté. La liberté, d'abord, d'être dans une conviction religieuse ou pas, d'avoir une croyance ou pas. Et en France, il n'y a pas de religion d'État. Il y a beaucoup de pays, quelquefois même démocratiques, où il y a une religion d'État. On dit la religion qui est reconnue par l'État, c'est telle ou telle religion. En France, non. Oui. Toutes les religions sont possibles. Mais une religion ne peut pas imposer ses pratiques à d'autres ou faire un prosélytisme là où ça n'a pas sa place. Oui, et là où ça n'a pas sa place, cette jeune fille doit le savoir. Là où ça n'a pas sa place, et elle le sait, c'est dans l'école. Pourquoi dans l'école ? Parce que c'est là où on doit être à égalité, c'est là où on doit avoir aucune influence. Imagine-t-on une maîtresse, un enseignant venir dans une classe avec un signe religieux ? Personne ne le comprendrait, et encore moins une jeune fille. Il y a en France, dans notre pays, une majorité de Français musulmans qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas. Mais la question qui est derrière celle de cet ado, elle porte sur cette minorité active
C'est documenté maintenant. Il y a eu encore un livre récemment de Bernard Roger qui fait monter la pression islamiste en imposant aux femmes de porter le voile dans certains quartiers. Mais ça, c'est une autre question. La question de la jeune fille, c'était est-ce que le voile a sa place ? Ça dépend où. Est-ce que le voile est un instrument pour un certain nombre de groupes islamistes pour faire une pression sur les femmes ? Dans certains quartiers, c'est évident. Et qu'il y a une forme de soumission voulue par un certain nombre de groupes de mettre des femmes dans une forme d'obligation. Là où il n'y a plus le choix, une femme peut avoir le choix d'indiquer sa religion ou pas. Mais lorsqu'il y a ces formes d'oppression et de pression, ça doit être effectivement, non pas simplement dénoncé, mais ça doit être réprimé. Quand vous étiez président, François Hollande, vous en avez eu des rapports, j'imagine. Vous avez eu des rapports sur votre bureau sur les menaces que peuvent faire poser, par exemple, le salafisme sur certains quartiers. On peut se demander aujourd'hui, à l'heure où Emmanuel Macron a présenté des mesures sur le séparatisme islamiste, pourquoi vous n'avez pas, vous, été plus loin dans la lutte contre cette minorité ? Mais vous pensez qu'on n'a pas été loin ? Quand on a été frappé comme on l'a été par le terrorisme, on a fait au moins 3 lois pour lutter contre la radicalisation, les phénomènes d'appel au terrorisme. Nous avons fait sur la question notamment de la présence d'un certain nombre de prêcheurs, d'imams, fermer des mosquées, expulser des imams. Nous avons fait, mais il faut continuer à le faire. Parce que nous avons également lutté contre les influences étrangères. De ce point de vue-là, le président Macron va dans cette direction et il a raison. Est-ce que vous avez fait assez ? On ne fait jamais assez, d'une manière générale. Mais on fait. Et l'idée qu'on ne ferait pas est une idée extrêmement malsaine. Parce que ça laisserait penser qu'on a toléré. Rien n'a été toléré. Il n'y a pas de complaisance. Qu'il y ait des élus locaux qui aient eu des formes de complicité pour se faire quelquefois réélire, c'est possible. Et il y a un certain nombre d'enquêtes journalistiques qui indiquent qu'il y a quand même un certain nombre de proximités assez dangereuses. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'État, nous avons été d'une fermeté à gauche absolue. En particulier, les élus locaux. À gauche, pas en particulier, mais pas aussi en particulier. Peut-être à gauche, mais à droite, quand on regarde aussi. En Seine-Saint-Denis, regardez l'enquête qui a été faite par un grand journal, et vous verrez qu'il y a un certain nombre d'affinités. Mais, par exemple, Emmanuel Macron a fait des propositions mardi à Mulhouse, il était très très attendu. Il affirme que d'ici à 2024, précisément, les imams ne doivent plus être financés et envoyés envoyés par des pays étrangers. Non. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Non, pour qu'on soit bien clair, il n'y a aucun imam qui vient sans que nous ayons nous-mêmes à surveiller ou à encadrer son activité. Donc, nous avions conclu un accord avec le Maroc pour former des imams. Et là-dessus, nous avions une totale surveillance et un total contrôle. Si on ne veut plus que des imams viennent du Maroc formés dans des lieux qui nous donnent toute garantie, il va falloir qu'il y ait une formation des imams en France. Le président Macron va dans cette direction. Il tend la main au CFCM, il a raison. Oui, et donc c'est au CFCM de le faire, mais il faut que ça soit fait. Parce que si ce n'est pas fait, s'il n'y a plus d'imams dans les mosquées, qui viendra ? Il y aura effectivement des solutions plus confidentielles, des solutions qui ne seront plus contrôlées. Pourquoi ce ne serait pas fait ? Parce que c'est assez long pour former des imams. Est-ce que le CFCM, qui n'a pas d'autorité, est la bonne on sait très bien que le que le culte du musulman ne s'est pas organisé, ça remonte à loin, suffisamment pour qu'il y ait une formation des imams. Mais vous savez qu'il y a des accords avec les universités pour qu'il y ait des formations d'imams. Donc ça prendra peut-être le temps nécessaire si on va dans cette direction. Mais il faut former des imams en France, des imams de France, et qui éviteront, là je crois, toute tentative de manipulation venant de l'étranger. Et Emmanuel Macron, quand il était votre ministre, après quand il a été candidat, il avait une conception, comme on dit rapidement, enfin c'est significatif, un peu anglo-saxonne. Bon, il a évolué ? Je ne sais pas, en tout cas, ce n'était pas la mienne. La nôtre, c'était de faire en sorte que la laïcité soit regardée, c'est ce que j'explique aux enfants, comme une loi de liberté, mais aussi comme une loi qui ne peut pas être attaquée, rognée, négociée. On ne négocie pas la laïcité. On ne la tolère pas à éclipse ou selon les territoires ou selon les religions différentes de la loi de la République. Donc la laïcité, c'est un bloc.
C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est un bloc législatif et c'est un bloc aussi de valeurs qu'il faut faire respecter dans notre pays. Mais il faut l'expliquer aux enfants parce que la vraie question, c'est l'éducation. Les enfants comprennent très bien ce qu'est la liberté, y compris parce qu'ils ne l'ont pas toujours. On leur fixe des règles, des limites à la liberté. Ils comprennent très bien ce qu'est l'égalité et même la fraternité. Mais la laïcité, c'est très compliqué. Donc j'ai voulu leur donner ces informations qui sont des informations législatives. Ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Ce qui est voulu, ce qui ne l'est pas. Et vous êtes aussi, François Hollande, très impliqué dans le service civique pour, pour les jeunes. Écoutez, Romain vous dit ceci. Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 18 ans, je suis originaire de Saint-Denis et je fais actuellement un service civique en région parisienne. Et j'ai plein d'amis qui n'ont pas pu faire un service civique parce qu'ils n'ont pas trouvé de place alors que le service civique devait être rendu universel. Est-ce que d'après vous c'est un manque de moyens ? François Hollande, manque de moyens, manque de débouchés ? Oui, d'abord, merci à ce jeune d'être en service civique. Il le fait dans le cadre d'Unicité, c'est son association qui nous permet justement de trouver des services civiques et de les mettre là où les associations les demandent. Moi, j'ai connu le service civique avec 30 000 personnes le faisant. Quand je suis parti de l'Élysée, il y en avait 150 000. Je suis favorable à ce que tout jeune qui demande un service civique puisse avoir une solution. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui demandent un service civique que de solutions qui leur sont proposées. Et il a raison, ce jeune, c'est pour des questions financières. Et plutôt que d'inventer un service national universel de quelques jours pour je ne sais quelle formation... Vous voulez dire le SNU ? Je suis opposé à cette idée. C'est une fausse bonne idée ? Ben oui, parce que sur 15 jours, qu'est-ce que vous faites ? Ça peut se faire dans le cadre scolaire. En revanche, l'argent que l'on pourrait mettre pour le service civique, il serait immédiatement utilisé parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à se dévouer pendant 7 mois, 8 mois pour les autres. Et ils en sortent, j'allais dire, changés. Parce qu'ils ont changé la vie des autres et ils se sont grandis en étant fraternels. Là, c'est la valeur de fraternité. Ils sont peut-être aussi, je ne sais pas, un petit peu plus habiles ou en tout cas un peu plus attentifs à la façon dont on utilise les réseaux sociaux. Peut-être. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que il y a eu un coup de tonnerre dans un ciel bleu la semaine dernière. Benjamin Griveaux a vu sa vie Vous faites privée. une transition qui n'est pas facile. Mais je vous en fais compliment. Puisqu'on parle d'éducation et que l'éducation est sans doute l'outil fondamental pour effectivement essayer de domestiquer les réseaux sociaux. Ça vous va comme transition ? Alors on y va. Benjamin Griveaux, il a vu sa vie privée divulguée effectivement par un individu qui estime avoir le droit de s'impliquer dans la campagne municipale. Bon, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Là aussi, je vais revenir au livre. La démocratie, c'est la confrontation des points de vue, c'est le libre débat, ça peut être parfois une manifestation, ça peut être même le refus d'aller voter, même si la démocratie est fondée sur le vote. Mais il y a une règle qu'il faut respecter, c'est qu'on n'attaque pas la vie privée. On ne rentre pas dans la vie privée. Parce qu'elle fait partie de l'intime et elle fait partie de la liberté. Donc tous les comportements qui vont dans ce sens méritent d'être sanctionnés. Mais vous aviez dit, rappelez-vous, les affaires privées se traitent en privé dans une intimité respectueuse de chacun, avec beaucoup de gravité. On se souvient, c'était après l'affaire qui vous-même vous avez mis en cause. Ça avait cranté déjà la disparition entre la frontière entre vie privée et vie publique. C'est pas un combat perdu ? Ça dépend de nous. Ça dépend de ceux qui se livrent au combat politique et qui utilisent des moyens qui sont indécents. Ça dépend de la presse qui répercute ou ne répercute pas ces informations ou pseudo-informations sur la vie privée. Ça dépend des citoyens. Moi, je pense que d'ailleurs, beaucoup de citoyens en ce moment se détournent en se disant « mais ce n'est pas ce que nous voulons ». Dans une démocratie, nous n'acceptons pas d'être des voyeurs, parce que c'est en l'occurrence de cela dont il s'agit, d'être des voyeurs. Il vaut mieux éviter les exhibitionnistes, mais il vaut mieux éviter les voyeurs. On ne veut pas être spectateur de ce combat-là. Donc à partir de là, il y a une prise de conscience collective et individuelle. Et là aussi pour les jeunes, j'essaie de leur dire, il n'y a pas de démocratie sans grand parti politique, sans grande formation. Il n'y a pas de démocratie sans engagement des citoyens. La démocratie, c'est pas une scène sur laquelle chacun se livre à son spectacle. Non, la démocratie, c'est un engagement individuel permettant une vie collective meilleure. Et Benjamin Griveaux, c'est une victime à 100%. Il n'y a pas de mais. Écoutez, je pense qu'il y a des règles qu'il faut, de prudence et de précaution qu'il vaut mieux respecter. À partir de là,
Je pense que ce qui a été fait, ce détournement, est odieux pour l'image même de la démocratie et de la politique. Et alors, il y a une affaire dans l'affaire, c'est le débat public, il est là, sous nos yeux. Christophe Castaner, hier sur France Inter, qui évoque les mariages et les divorces d'Olivier Faure. Bon, il s'est excusé. Un ministre de l'Intérieur ne devrait pas dire ça. Je pense qu'il y a quand même un devoir de silence. Et à un moment, mieux vaut se taire. Et moi, je ne vais pas ajouter des mots sur des douleurs, parce que c'est une douleur des expressions comme celle-là. C'est une douleur pour les personnes concernées, mais c'est une douleur pour la démocratie. Vous vous rendez compte de me faire réagir sur des propos aussi inconséquents? François Hollande, on écoute Olivia. Bonjour Monsieur Hollande, je m'appelle Olivia, j'ai 16 ans, je suis en première et je suis engagée avec le mouvement Youth for Climate et j'aimerais demander pourquoi votre gouvernement n'a pas pris de mesures plus concrètes face au changement climatique. Alors ça, c'est une question que beaucoup de jeunes, sous cette forme ou sous une autre, me posent chaque fois que je les rencontre. Pourquoi on ne fait pas plus pour le climat? Et je leur fais de cette pédagogie. Quand j'ai été élu en 2012, président de la République, la grande question, et elle était tout à fait légitime, c'était la crise économique, financière, le chômage, peu sur le climat. Très peu. Le débat que j'avais eu entre les deux tours avec Nicolas Sarkozy avait porté moins sur l'écologie que sur l'énergie. Quelle est la place du nucléaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Fermer ou pas Fessenheim, etc. Mais assez peu sur l'enjeu climatique. Et moi, dès que je suis arrivé président de la République, j'ai réuni tous les experts et je me suis fait, non pas ma conviction. Et il y a eu la COP21. Et il y a eu la COP21. Ouais. Et ça a été un travail qui n'était pas que théorique, c'était un travail pratique. C'est-à-dire, chaque pays s'est engagé à réduire ses émissions de CO2. Oui. Mais elle a raison. Est-ce que la France elle-même a été exemplaire? On a fait voter une loi de transition énergétique, c'était Ségolène Royal qui en avait été chargée, une loi sur la biodiversité. Mais cette jeune fille en est l'exemple, demande toujours beaucoup plus. Est-ce que c'est pas justement ce décalage entre l'urgence ressentie et la réalité des actions qui pousse, d'ailleurs, on le voit dans les municipales, les Verts assez haut dans les élections électorales? Aujourd'hui, moi je ne m'en plains pas. Ouais. Tous les partis, sur tout l'échiquier politique, jusqu'au... Se verdissent. Se verdissent. Donc, c'est pas une compétition au nombre d'arbres qui vont être plantés après les élections municipales. La France va devenir une forêt. Mais c'est pas ainsi seulement qu'on lutte contre le réchauffement climatique. C'est une politique qui doit être globale. Et c'est pour ça qu'il y a une différence. C'est-à-dire qu'on peut être tous écologistes, mais ce n'est pas les mêmes moyens qui vont être utilisés. Et c'est ça qui rend justement le débat démocratique intéressant, passionnant même. Parce que à partir de là, vous avez quelle politique de croissance? Vous gardez la croissance ou vous n'en faites pas? Quelle industrie vous préservez? Quelle industrie vous Est-ce que vous trouvez que les fermez? Verts en France ont une doctrine forte justement entre le productivisme et puis la décroissance? On sait ce que veulent les Verts? Mais parce que beaucoup restent dans l'ambiguïté. Il va falloir sortir de l'ambiguïté. Le constat, il est implacable. Dites les écolos, Yannick Jadot est dans l'ambiguïté. Mais parce qu'il faut aller maintenant au fond, mais pas que les écolos. La droite, la gauche doivent dire maintenant, nous, on ne va pas simplement nous dire que le réchauffement est incontestable. Il est incontestable. Il a été longtemps nié. Il est encore nié par Donald Trump. Il est nié par certains dirigeants. Mais enfin, quand même, il y a eu un consensus qui s'est fait justement grâce à nous lors de la COP21 en décembre 2015. Mais maintenant, il faut donner ses stratégies. Et c'est ça qui va faire l'intérêt du débat politique. Mais les stratégies, elles demandent des solutions techniques qui ne sont peut-être pas encore à notre portée et aussi des contraintes pour les opinions qui n'y sont pas prêtes. C'est la difficulté des gouvernants. Oui, mais il faut que chaque contrainte soit accompagnée d'une contrepartie. Qu'est-ce que je dois céder? Qu'est-ce que je vais avoir en plus? Et c'est ce qui, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas cette contrepartie, a provoqué le mouvement des Gilets jaunes. On ne peut pas simplement augmenter une taxe si on ne dit pas ce qu'on va en faire et quel va être le progrès, y compris pour les individus qui vont être obligés de payer plus cher leur carburant pour utiliser leur voiture. Vous permettez qu'on écoute Trévis? Il met les pieds dans le plat, mais enfin, vous avez l'habitude. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Trévis et j'ai 9 ans. Est-ce que ça vous dirait de redevenir président? Et avant tout, est-ce que vous en avez envie? Oui. Il veut savoir si vous en avez envie, vous n'allez pas le décevoir. Mais j'ai été président, c'est ce que ce jeune garçon sait, mais il ne m'a pas forcément connu comme président, parce qu'il a 9 ans. Mais je n'ai pas donc une ambition qui ne serait pas assouvie. J'ai été président. J'ai eu à prendre des décisions majeures pour le pays. Donc je n'ai pas
François Hollande, 7e président de la République. Donc je n'ai pas Vous une êtes obsession. très peu nombreux depuis 1958 à avoir été élus. Quand on a été président, François Hollande, quand on a accédé à cette fonction suprême, c'est humain d'avoir envie de redevenir Mais c'est déjà président. tellement important d'être parvenu à être président de la République. Vous dites 7e président. On est 8 depuis la Maintenant. 5e République. Donc il y a quand même combien d'autres qui ne l'ont pas été président et qui auraient voulu l'être? Ah bon, vous dites la place aux autres maintenant? C'est pas ça que je dis. Mais je dis, je n'ai pas une obsession maladive en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait de sa vie quand on n'est plus président? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ben, j'essaye de transmettre. Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'essaye de soutenir un certain nombre d'initiatives sociales. Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'essaye de dire à toutes les formations politiques, et pas simplement dans ce livre, attention, la démocratie, elle est en cause, elle est en jeu. Et on ne peut pas avoir une vie politique aussi décomposée, Et si on aussi vous demande- fragmentée, Et si aussi on vous demande pauvre la en idées. démocratie pour la sauver, Monsieur le Président, présentez-vous. Mais pour l'instant, il n'y a pas ce mouvement-là. Si. Non. Écoutez, Bah, quand il se produira, je reviendrai, je vous le promets, à votre antenne et je répondrai à cette question. Mais Ouais. j'essaie d'expliquer aux jeunes que c'est pas simplement une affaire d'envie. L'envie, c'est personnel. L'envie, c'est presque narcissique. Non, c'est pas une affaire d'envie, c'est une affaire d'enjeu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai un rôle? Est-ce que je peux être utile? Et à ce moment-là, chacun fait son Vous choix. seriez prêt à contribuer, on en est sûr. La collection, c'est quand ça va Ouais. pas. Quand ça va, le chômage, ça va en France. Oui, ça va. Merci François Hollande et Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a eu des politiques qui ont été mises en place. Ouais. J'ai pris des décisions extrêmement lourdes à partir de 2012-2013 et elles ont produit leurs effets. Et ensuite, ça a été poursuivi et c'est bien qu'on ait des résultats. Mais attention, on a encore plus de 8% de personnes qui sont demandeurs Mais d'emploi. l'inversion de la courbe, c'est fait. Oh, ben c'est fait 2 depuis ans après 2015. votre départ. Depuis 2015. Ouais. Et quand ça va pas, c'est le socialisme quand même. Il n'est pas en panne d'idées, le Parti socialiste? Franchement. Je pense qu'il y a un problème qui est posé à toutes les grandes formations politiques qui ont dirigé les grands pays européens. Que ce soit la droite en Allemagne, en France, en Italie, que ce soit la gauche, qu'on appelait la social-démocratie. C'est effectivement une question d'idées. Il faut à un moment, face aux défis qui sont nouveaux, les inégalités, le climat, la question de la démocratie, être capable de faire un nouveau contrat, de proposer de nouvelles orientations. C'est ce que les socialistes doivent faire. Et il faut aussi être fier de ce qu'on a fait. On ne peut pas être dans la vie politique en train de, tout le temps de battre sa coupe. On peut dire ce qu'on n'a pas fait, on peut regretter des choix. Moi-même, j'ai eu à commettre sans doute des erreurs, je les ai reconnues. Mais il y a un moment, il faut dire, voilà, le chômage, ce qu'on a fait. Voilà le climat, ce qu'on a réussi. Voilà sur les droits des personnes, le mariage pour tous. Voilà ce qu'on a fait. C'est pas si simple. Voilà ce qu'on a fait pour les retraites. Voilà ce qu'on a fait pour la santé. Voilà ce qu'on a fait pour l'éducation. Et à partir de là, on ne doit pas essayer de répéter ce qu'on a fait ou corriger ce qu'on n'a pas fait. On doit avancer et on doit le faire avec fierté et fermeté. Et quand on est timide, quand on s'excuse tout le temps, quand on s'efface, eh ben on disparaît. Et C'est ça, aussi c'est le simple que risque. ça. C'est le risque. Eh bien, c'est le risque. Et c'est le risque pas pour le Parti socialiste, c'est le risque pour la démocratie. Parce que les candidats municipaux, il y en a qui ne s'assument pas du tout sur le PS. Ils osent à peine dire qu'ils sont socialistes. Eh bien, ils ont tort. C'est pas un gros mot. C'est même pour beaucoup une espérance. Donc, ils la prennent. Merci beaucoup, Merci à vous. François Hollande, d'avoir été ce matin notre invité sur LCI. Merci à vous. Merci.